Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. Le ciel s'est fissuré au-dessus de Silurat. La capitale Harati, autrefois une merveille tentaculaire d'architecture cristalline construite dans les falaises de Varn IX, était en train de mourir. Un rayon incandescent traversa le secteur nord de la ville, transformant les tours en colonnes de flammes et de fumée. Des ondes de choc se propagèrent dans les avenues autrefois grouillantes de vie, brisant les vitres et projetant des débris tels des éclats d'obus. Le dôme protecteur, l'un des derniers, céda sous la force, sa surface irisée vacillant, puis s'effondrant dans une explosion d'énergie défaillante. Des cris résonnèrent entre la pierre et l'acier. Un autre impact secoua la terre. Le sol se fendit en un quartier du marché Theta, engloutissant une ligne de tramway et une demi-douzaine de vitrines au-dessus. D'élégants vaisseaux d'obsidienne tournoyaient en orbite basse. Leurs plateformes d'armes luisaient, calculant, calculant. Ils se déplaçaient en silence, hormis les séquelles qu'ils laissaient dans leur sillage. Des sirènes hurlaient depuis les tours creusées par la chaleur. Des balises de détresse pulsaient en rouge dans un ciel assombri de midi. Dans les rues, la panique déferlait comme une marée. Des civils iratiens, grands bipèdes aux épaules étroites, à la peau texturée comme l'écorce et aux yeux jaunes lumineux, couraient avec des enfants emmitouflés et de précieux souvenirs. Leurs voix, mélodieuses et paisibles, se brisèrent alors dans la panique tandis qu'ils se précipitaient vers des abris souterrains. Un père trébucha, serrant sa fille contre lui. Du sang ruisselait d'une entaille à la poitrine, mais sa prise ne faiblit pas. Autour de lui, d'autres tombèrent, heurtés par des débris ou simplement rattrapés par le chaos. Les médecins, pâles et silencieux, travaillaient avec une concentration farouche, conscients que leur travail retardait l'inévitable. À l'intérieur de la flèche centrale de la défense, le conseiller Derek Malsin se tenait devant une holocarte fracturée, une main pressée contre son front, l'autre serrée contre son flanc. La carte était rouge, entièrement. Chaque district, chaque satellite de défense. Hors ligne. Détruit. Confirmez encore, dit-il d'une voix rauque. L'officier à côté de lui, plus jeune, plus petit, la sueur ruisselant sur son visage sombre et chitineux, ne fit aucun préambule. Nous avons perdu le dernier dispositif de bouclier au-dessus de l'anneau central. Les batteries orbitales sont détruites. Les bunkers du sud signalent une saturation complète. Les abris civils tiennent bon. Mais pour combien de temps, conseiller? Malson expira, le souffle tremblant. Ses mandibules tressaillirent tandis qu'il se tournait vers les autres assis à la table ronde. 13 silhouettes, tous des hommes âgés, anciens généraux, érudits, chefs religieux, étaient assises en silence. Le général Theram Jack, large, balafré et portant encore un uniforme à moitié brûlé, s'écarta de la table. C'est fini. Le silence s'épaissit. Une lueur de défi illumina les yeux de Kovolreth. Non, rétorqua l'un des érudits, l'ancien Kovolreth. Nous pouvons nous rallier, nous replier dans les vallées orientales et fusionner avec les cellules de résistance. Il n'y a plus de vallées, dit Jack d'un ton neutre. La planète est déjà un tombeau. Il ne restera plus que le moment où la fumée cessera de s'élever. Malsin se pencha en avant. Nous ne sommes pas entièrement sans recours. Les autres le regardèrent. Le silence s'épaissit. Sous la ville, poursuivit-il d'une voix assurée. Dans les vieilles catacombes, sous le temple des 9 flammes. Dans les vieilles catacombes, sous le temple des 9 flammes. L'ancien Reth se raidit. Tu ne peux pas vouloir dire « Moi, si ». Cet appareil est sacré, cracha Reth. Il n'était pas destiné à des mains désespérées. C'était un cadeau des élus. C'était un avertissement, coupa Jack. Et nous l'ignorions.
Nous nous accrochions aux histoires et aux mythes parce qu'ils étaient plus réconfortants que les faits. Cet obélisque n'a pas été érigé par la colère de Dieu, il a été laissé par eux. Le mot pesait lourd. Rassemblez le cercle, dit Malson en se détournant de la table. Nous descendons. L'entrée du temple avait été autrefois un lieu de pèlerinage. De hautes colonnes de pierre, enchâssées dans une résine minérale scintillante, étaient conçues pour capter la lumière du soleil et la réfracter en arcs-en-ciel spectraux à travers le sanctuaire intérieur. L'air empestait la fumée et le sol était jonché de poussière, conséquence des secousses. Ils traversèrent sans cérémonie. La descente vers les catacombes inférieures était abrupte, creusée dans la montagne, des siècles avant la naissance de la cité. Des torches s'allumèrent lorsque les capteurs de l'antichambre détectèrent leur présence. Une flamme bleue vacillait le long des rainures des murs, révélant d'anciennes gravures, des spirales, des cartes du ciel, des scènes de guerre. Et au centre de la chambre, l'obélisque. Et au centre de la chambre, l'obélisque. Il mesurait 3 mètres de haut, noir de jais, mat, mais orné de fines gravures qui pulsaient faiblement, presque imperceptiblement, comme s'il se souvenait d'une lumière d'un autre temps. Autour de sa base, 3 anneaux concentriques étaient encastrés dans le sol, en bronze terni, gravés d'un texte qu'aucun irati vivant ne pouvait déchiffrer. Malzin s'avança, le cercle des anciens l'observant dans un silence pesant. « J'ai lu le parchemin une fois, dit-il, l'original, transcrit par les survivants de l'Exode silencieux. Ils parlèrent d'un message laissé par ceux qu'ils appelaient les guerriers perdus, d'un message laissé par ceux qu'ils appelaient les guerriers perdus, des créatures de feu et de dessin. Leur nom était court, sec, humain. Personne ne parla. Ils laissèrent ceci, poursuivit Malson, avec une seule instruction. Ne pas utiliser à moins que la liberté ne soit morte. La voix d'Eldoret se brisa. Nous ne savons même pas à quoi ça sert. Non, admit Malson en s'avançant vers le premier anneau. Mais nous savons qu'il était réservé à des moments comme celui-ci. Il plaça sa main contre l'anneau extérieur. Il faisait froid. Trop froid. Conseiller! Une voix l'appela derrière lui, mais il était trop tard. Malson appuya. L'anneau vibra, bougea. Il tourna dans le sens des aiguilles d'une montre avec un grincement, les rainures s'illuminant d'une lumière ambrée. Le deuxième anneau se mit à briller, une autre main. L'ancien Zoran s'avança, silencieux, grand, squelettique. Il pressa l'anneau du milieu. Celui-ci tourna plus lentement, reculant légèrement avant de céder. La lumière devint rouge. L'anneau le plus profond attendait. Puis le général Jack s'avança et posa fermement sa main. Dès que sa paume toucha la surface, le silence retomba dans la pièce. Même les secousses du bombardement au-dessus semblèrent s'apaiser. Le troisième anneau tourna. Avec un léger bourdonnement, l'obélisque jaillit de lumière de bas en haut. Non pas par pulsation, mais par une onde ascendante et douce, comme un circuit se terminant pour la première fois depuis des millénaires. Un craquement sourd résonna dans la chambre. Du sommet de l'obélisque, une fine tige métallique spiralée émergea, libérant une pulsation silencieuse. Il scintilla vers le haut, traversant la roche, puis s'éleva, libérant une impulsion silencieuse. Il scintilla vers le haut, traversant la roche, l'acier et le ciel sans résistance, avant de disparaître dans les étoiles. Il disparut en quelques secondes. Le silence reprit possession de la chambre. Les 3 anneaux, maintenant illuminés d'une douce lumière rouge, se bloquèrent. Loin au-dessus, en orbite, plusieurs vaisseaux de la coalition détectèrent l'onde. Leurs analystes la signalèrent comme une explosion de haute énergie sur une fréquence inconnue. Depuis la passerelle de commandement du cuirassé de la coalition Natnax, l'amiral Vort Talim examina le signal avec un sourire narquois. Son blindage brillait sous les lumières blanches stériles, contrastant fortement avec sa peau glabre, d'un gris violacé, et sa mâchoire allongée.
Il jeta un coup d'œil au lieutenant Creeve, un jeune officier insectoïde du Greshcast qui clignait nerveusement des yeux. « Émission rituelle », dit Talim avec un dédain amusé. Dernier soupir de primitif qui croit encore aux prophéties. Ils ont utilisé un canal subspatial à bande profonde, murmura le lieutenant. Non enregistré. Introuvable. Talim lui fit signe de partir. S'ils avaient une vraie flotte, ils l'auraient déjà utilisée. Il retourna à la carte stratégique. Le bombardement continue. Finissons-en dans la journée. Au fond de la salle du temple, la lumière rouge de l'obélisque s'estompa pour devenir une faible pulsation. Malson leva les yeux. Aucun changement. Aucune réponse. Aucun son du ciel. Juste l'air immobile et moisi. Le général Jack se tenait à côté de lui. « C'est tout » Malson hocha lentement la tête. « Ils ne viendront pas » murmura Reth. « C'était un mythe. »« Peut-être » dit Malson à voix basse. « Ou peut-être sont-ils partis parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Peut-être savaient-ils que nous aurions à nouveau besoin d'eux, que nous en aurions tous besoin. » La lueur rouge pulsa de nouveau, plus lentement maintenant. Au-dessus, le bombardement reprit. « Ils ignoraient l'effet de l'artefact » murmura Malsine, « seulement qu'il était destiné à être utilisé. » Le sol trembla de nouveau, une pluie de poussière s'abattit du plafond, et la chambre résonna doucement, comme si elle se souvenait des mots eux-mêmes. Quand la liberté serait morte. L'impulsion s'enregistra à Aéro 347, heure galactique standard. À l'intérieur de la station de commandement orbitale Edgeron 4, les données n'étaient rien de plus qu'une simple oscillation, un pic irrégulier de résonance subspatiale sur une bande de fréquence décroissante. Aucune alarme ne fut déclenchée. Aucun protocole ne fut violé. L'information fut cataloguée, mise en file d'attente et signalée pour examen. Le lieutenant Kelvos, un jeune technicien de l'espèce Ulari, grand, aux yeux bridés, à la peau marbrée et aux joues squameuses, jeta un coup d'œil à l'anomalie une fois, puis deux, puis la balaya d'un claquement de doigts griffus. Une autre impulsion provenant d'un relais mort, ou probablement d'un fragment de trou de verre en décomposition. Il ne prit la peine d'en parler à personne. Quelques minutes plus tard, l'impulsion se répliqua, plus forte, plus définie, comme une note tenue trop longtemps. À bord de l'Atanax, vaisseau amiral de la Coalition, l'amiral Vortalum se tenait devant une large projection holographique de Varn 9, dont l'atmosphère était marquée par des cicatrices dues aux frappes orbitales incessantes. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Sa peau d'un violet pâle brillait sous les lumières blanches et crues du pont, les plaques striées de son crâne captant les faibles reflets des écrans de commande. Ses doigts reposaient calmement sur la rambarde, observant, calculant. Leurs quartiers extérieurs se sont complètement effondrés, rapporta le commandant Yarek Thun, trapu et au cou large, un tacticien Cravari formé à la logistique de siège. Les groupes civils ont été réduits à des signatures thermiques, sans riposte, sans tentative de décollage. « Et les quartiers centraux » demanda Talim d'une voix basse, posée. « Toujours protégés, fragmentés, mais actifs. Ceux qui restent sont probablement rassemblés dans les cavernes de la capitale. Ils n'ont nulle part où fuir. » Talim hocha la tête. « Continuez jusqu'à l'effondrement atmosphérique total. Que la poussière retombe sur leurs monuments. Moins nous aurons de décombres à écraser, mieux ce sera. » Puis une douce tonalité résonna sur la passerelle. Une alerte. Le commandant Thun se retourna, les yeux plissés. Activité subspatiale non enregistrée. Origine, surface planétaire. Fréquence, inconnue. Une autre tonalité suivit. Une modulation grave, répétitive. Thun haussa un sourcil. Peut-être un signal de détresse. Talim ne se retourna pas. Ou un chant funèbre. Devrais-je le signaler pour obtenir des informations? Un silence.
Talim laissa un léger sourire effleurer les commissures de ses lèvres. Non, ce n'est rien. Juste une superstition jetée dans le vide. Qu'ils hurlent aux étoiles avant leur fin. Je veux que le bombardement soit terminé en 36 heures. Compris. Personne ne l'a interrogé. 35 heures plus tard, le silence se rompit. Tout commença par une ondulation. Aux confins du système de Van, juste au-delà de la portée orbitale des postes avancés de la coalition, l'espace commença à se déformer. De subtiles distorsions, comme une tension qui traverse le vide. Les capteurs du puits de gravité émettaient un léger bip, puis un son plus fort. Les instruments se réétalonnaient. Un schéma émergeait. Pas aléatoire. Contre nature. Depuis la base de données centrale d'Atanax, une nouvelle IA, nommée Syrah-7, lança une séquence de cartographie de l'espace lointain, collectant les données télémétriques en direct de plus de 200 vaisseaux. La flotte de la coalition, massive et froidement efficace, était répartie sur toute l'orbite avec une précision irréprochable. Syrah-7 analysa les écarts gravitationnels. Il lança des balayages spatiaux sur 180 degrés de parallaxe et détermina que l'anomalie s'aggravait. Une Comtech de la station auxiliaire, une femelle varélienne à la peau translucide et aux membres fins comme des araignées, leva les yeux. Amiral, quelque chose se profile. Talim se retourna, son sourire disparut. Définir quelque chose, signature de masse inconnue, multiple, pas de code de transpondeur, pas d'émission spectrale. Il ne diffuse rien. Sur l'écran central, l'espace se déformait en silence, de fines ondulations courbant la lumière des étoiles comme de la chaleur sur du métal trop lisse pour être naturel. 1, puis 3, puis des dizaines, 58 contacts en quelques secondes, puis plus de 200. Ils arrivèrent en formation parfaite, silencieux, pas d'éclairs de moteur subluminiques, pas d'ondulation de brûlure de sortie plus rapide que la lumière. Juste présence, masse et mouvement là où rien n'avait été. Le silence s'abattit sur le pont comme un câble coupé. Le souffle de Talim se figea. Pendant une fraction de seconde, ses pupilles se dilatèrent. Juste assez pour que l'équipage se demande s'il reconnaissait quelque chose. Sa voix, basse, mais plus tendue maintenant. Sont-ils irratiens? La technicienne secoua la tête. Négatif. Aucun IFF connu. Aucune émission. La conception des coques est inconnue. Les relevés composites sont incohérents. Afficher la superposition de télémétrie. Demander à Syrah de recouper les archives galactiques. Je veux des identifications. Les lumières se sont momentanément atténuées pendant que Syrah traitait la commande en arrière-plan. Le tableau tactique affichait les objets empiétant régulièrement sur le système. Ils se déplaçaient avec une symétrie chirurgicale, sans dérive ni positionnement réactionnaire. Leur forme extérieure changeait subtilement en temps réel, comme s'ils s'adaptaient à leur environnement. « Ils ne s'alignent pas vers la planète », murmura Ton. « Ils s'alignent vers nous. » Les doigts de Talem se crispèrent contre la rambarde. « Lancez des scans à spectre complet. Réveillez les batteries défensives. Je veux confirmation de leurs intentions. » Toujours aucun signal des nouveaux arrivants. Pas de grêle, pas d'avertissement, pas de bruit. À l'intérieur du cœur de données, les systèmes de Syrah commencèrent à ralentir. L'IA interrompit son protocole de recherche et recommença. 2 fois. Inhabituel. Elle tenta une analyse approfondie des correspondances, sondant les couches les plus profondes des archives. Conflits oubliés. Traités scellés. Alliances abandonnées. Puis le système s'arrêta. Un bug se produisit. Les lumières s'éteignirent à nouveau. L'une des barres d'état se figea en plein milieu de son cycle. Un bourdonnement sourd emplit la passerelle, comme si le vaisseau lui-même s'était mis à l'écoute. La boucle principale de Syrah redémarra, puis se bloqua. Syrah interrompit ses fonctions vocales, puis redémarra ses processus linguistiques centraux.
Une nouvelle pause. Puis, correspondance partielle trouvée. Talim s'avança. Affichage. Sur l'écran du pont, une entrée se déployait. Espèce humaine, classification éteinte. Dernière activité connue, époque 999. Traité ZT4, présence nulle. Indice de menace, statut classé éteint. Capacité perçue inégalée. Protocole d'intervention. Verrouillé. Évaluation du péril. Entrée, entrée, entrée. La voix bégayait. Le texte tournait en boucle, se reformatait, clignotait, puis se figeait. La dernière ligne s'affichait maintenant fixe, en rouge sur le mur du pont. Espèce. Humain. Statut. Éteint. Niveau de danger. Incalculable. La voix de Serra, désormais métallique et plate, résonna à nouveau. Un silence. Puis, espèce, humain, statut, éteint, danger. Incalculable. La pièce resta immobile, froide, et dans l'espace, au-delà des étoiles, les vaisseaux noirs attendaient. Un seul vaisseau humain se déplaçait. Un seul. Parmi les centaines en formation parfaite, c'était la seule anomalie. Sa trajectoire se décalait de quelques degrés, comme pour s'ajuster à la dérive gravitationnelle. Le mouvement était minuscule, presque imperceptible, mais il se répercuta dans les rangs de la coalition comme un coup de feu. À l'intérieur de l'assaut, Athénax, l'amiral Vor Talum se tenait immobile, les mains agrippées à la rambarde devant l'écran tactique. La sueur perlait aux coutures intérieures de son col. Autour de lui, l'équipage de la passerelle travaillait dans un silence absolu, les yeux rivés sur des flux qui ne leur disaient rien. Et pourtant disaient tout. « Ils ne scannent pas », rapporta le lieutenant Crive, leurs antennes frémissant de confusion. Pas d'émission, pas de balayage de signaux, seulement du positionnement passif. « Mais quoi ?» s'exclama Talim. « Ils s'adaptent », dit Crive d'une voix cassante. Chaque vaisseau corrige son alignement par micro-intervalles. Ce n'est pas du vol en formation. C'est une chorégraphie, comme écrire une langue oubliée dans l'espace. Les plaques de Talim fléchissaient le long de son crâne. Sur l'écran principal, la flotte de vaisseaux noirs et anguleux dérivait vers un mur incurvé, entre Varn 9 et la Coalition. Leurs formes étaient surnaturelles, en perpétuelle évolution. Là où, un instant, ils ressemblaient à des lances allongées, l'instant d'après, ils se compactaient, se rétrécissaient, courbaient la lumière autour d'eux. Silencieux. Observateurs. Jugeants. Aucune exigence n'était venue. Aucun ultimatum. Aucun message. Juste une présence. Bien avant cet instant, la galaxie avait brûlé. Des éclairs d'histoire pulsaient à travers des fragments de mémoire corrompus, des champs de bataille creusés dans la croûte des planètes, des cieux brisés par des explosions de fusion, et des vaisseaux spatiaux de la taille de villes, fendant l'espace comme des lames dans du tissu. Les humains étaient partout. Ils avaient réécrit les cartes, non par conquête, mais par pure fatalité. Leurs alliances avaient été rares et éphémères. Leurs ennemis innombrables. Ils ne se sont pas dispersés, ils sont intervenus. À leur arrivée, le pouvoir a basculé. Et lorsqu'ils ont disparu, la galaxie a expiré. Mais ils n'avaient pas disparu dans la défaite. Ils s'étaient repliés. Une à une, les mégastructures humaines s'éteignirent. Des stations s'effondrèrent et furent englouties par une matière exotique. Des cités se détachèrent des croûtes planétaires et s'élevèrent, rompant leur orbite sous une propulsion silencieuse. Des flottes entières migraient peintes vers des vecteurs inexplorés et disparaissaient de l'espace détectable. Elles ne laissèrent derrière elles ni signal, ni trace, ni débris, seulement une absence. Et en cette absence, la galaxie se réorganisa.
Les puissants formèrent des camps, des QC, des ligues, des coalitions. Ils rédigèrent de nouveaux traités, bâtirent des hiérarchies, réprimèrent l'instabilité. Et lorsque les espèces inférieures résistèrent à l'intégration, elles furent guidées ou écrasées. Le schéma se répéta jusqu'à ce que les obélisques s'éveillent dans les temples, dans les archives, dans le cœur d'espèces dont personne ne se souvenait avoir peur. Des machines silencieuses enfouies depuis des millénaires, activées en synchronisme. Pas de bruit, pas de fanfare, juste un signal. Bande étroite, directionnelle, codée par la logique humaine et d'anciens systèmes de sécurité. Un signal reçu, un protocole déclenché, retour autorisé. De retour en orbite au-dessus de VR9, la flotte de la coalition se désintégrait, silencieusement, invisiblement. Amiral, nous perdons la cohésion des boucliers sur les segments Delta et Epsilon, rapporta Thune. Des perturbations localisées perturbent le calibrage de la puissance. Talim ne bougea pas des yeux. Explique-moi. On ne sait pas, admit Thune. Il n'y a aucune signature d'impact, aucun piratage, aucun logiciel malveillant. C'est comme si les générateurs de champs rejetaient sans la synchronisation, comme si quelque chose d'autre fixait la phase. Impossible, marmonna Krérif. Notre technologie de blindage est verrouillée quantiquement. La modulation externe devrait être... Montre-moi, aboya Talim. Sur l'écran le plus proche, un schéma de diagnostic se déploya. 2 croiseurs, Dravik et Elgarin, étaient marqués en jaune. Leurs grilles de boucliers pulsaient de manière irrégulière, scintillant et vacillant par vagues, qui ne suivaient aucun algorithme interne. Puis l'un d'eux s'effondra complètement. Pas effondré, désengagé, pas de tir d'armes, chuchota Thune, pas de pic électronique. Disparu. Talim serra les poings. Trouvez-moi un canal, toutes les fréquences. Demande d'identification. Kriv hésita. Monsieur. Maintenant. À travers le vide, le signal fut envoyé. Ici l'amiral Vor Talim de la flotte de la Coalition galactique. Identifiez-vous. Vous entrez dans une zone de combat orbital protégée. Ceci constitue une violation de l'article 9. Réagissez immédiatement. Silence. 10 secondes passèrent, puis 20. L'équipe de commandement de Talim commença à échanger des regards, de subtils mouvements d'incertitude et de tension. 30 secondes. L'un des officiers subalternes déplaça son poids, puis se figea brusquement, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne déclenche une réaction. Puis, enfin, la réponse arriva. Un vaisseau, centré sur la ligne humaine, émit une unique impulsion de retour. Pas une voix, un fichier. Il se déploya sur les communications de la coalition tel un verdict. Traité RAA1, Delta. Enregistrement confirmé selon le protocole d'interférence provisoire. Appel reçu. Liberté compromise. Intervention autorisée. Exécution en cours. Le message prit fin. Pas de flamboiement, pas d'explosion. Juste un silence qui ne semblait pas vide. Puis vint l'effondrement. Aucune modulation. Aucune émotion. Une transmission mécanique enveloppée d'une certitude absolue. Le commandant Thune leva les yeux du flux de messages, la gorge sèche. Ce n'est pas un avertissement, c'est une phrase. Un autre vaisseau vacilla. Sa silhouette se déforma brièvement, l'espace d'un instant. Un scintillement trop complexe pour être perçu visuellement. Sur le pont de l'Athénax, des indicateurs d'urgence commencèrent à s'allumer. Les boucliers de Vossa, Niljek et Barum s'effondrèrent. Tous trois présentaient des discordances de résonance catastrophiques. « Comment est-ce possible ?» balbutia Kriv. Talim ne dit rien. « Ce n'est pas une arme », murmura Thune. « Ils ne nous attaquent pas. Ils nous neutralisent. Sur la carte tactique, les vaisseaux de la coalition ont commencé à montrer des erreurs de synchronisation de propulsion. Les matrices de ciblage cyclaient sans fin,
incapables de se verrouiller. Les communications entre les vaisseaux se résumaient à des échos incohérents, fragmentés, pulvérisés. Même l'IA interne d'Athanax bégayait, les cycles de traitement se bouclant en silence, avant de s'interrompre complètement. Le vaisseau était devenu sourd à lui-même, quelque chose que quelqu'un reprogrammait l'espace autour d'eux. Talim parla enfin. « Préparez-vous à tirer. Aucune cible acquise, monsieur, » dit Crave, presque essoufflé. « Nos systèmes de ciblage ne maintiendront pas le verrouillage. »« Ils sont aveugles, » murmura Tone. « Monsieur, ils nous aveuglent sans même tirer. » Talim se tourna vers l'écran. La flotte humaine restait immobile, silencieuse. Leurs coques absorbaient sans paix la lumière comme des horizons événementiels. N'attaquant pas, juste présents, attendant. Et pour la première fois depuis des années, l'amiral Vortalum resta silencieux. La guerre ne s'arrêtait pas, elle était en train d'être effacée. Il fixait simplement le mur noir des vaisseaux et voyait sa guerre se dérouler en silence. Le tir n'était pas autorisé. À bord du Cavrette, une frégate de coalition de classe moyenne stationnée au 2e niveau orbital, le sous-commandant Erat Voulek hurlait des ordres qui furent soit mal entendus, soit ignorés. Un officier subalterne, nerveux, aux écailles vertes, 4 doigts et trempé de sueur, frappa la détente de la paume de sa main. Un canon à impulsion s'alluma. Une brillante lance d'énergie jaillit de l'arc avant du vaisseau, déchirant le vide vers le vaisseau humain le plus proche. Les protocoles de la coalition signalèrent immédiatement le tir comme non autorisé. Le canal de la flotte explosa de voix superposées. « Qui a tiré? Reculez! Identifiez qui a tiré maintenant !» Le vaisseau humain ne broncha pas. Il ne bougea pas. L'impulsion traversa l'espace entre eux, quelques secondes seulement, mais la tension déformait la réalité elle-même. Le projectile n'atteignit jamais sa cible, car il n'y eut ni impact, ni détonation, ni contre-mesure. À la place, une ligne apparut, fine, nette, oblique. La coque du Cavrette se fendit en son centre, non pas déchirée, non pas fondue, mais séparée, telle une ligne effacée d'une page. Un filament argenté froid, si faible qu'il aurait pu être une ombre, s'étendit du vaisseau humain le plus proche sur une page seulement. Un filament argenté froid, si faible qu'il aurait pu être une ombre, s'étendit un instant du vaisseau humain le plus proche. Puis il disparut. Il n'y eut ni bruit, ni lumière, ni recul. Seule la moitié avant du Cavreth dériva vers l'avant, s'éloignant lentement de l'arrière. L'atmosphère se déploya en un arc élégant, les corps pris au piège dans le mouvement, toujours attachés à leur poste sur l'Atinax. L'amiral Vortalum ne bougea pas. Son regard était fixé sur l'écran tactique où l'icône du Cavreth clignotait puis s'estompait. « Ne ripostez pas, dit-il, mais il était trop tard. Les humains s'étaient déjà en mouvement. La formation, autrefois statique et alignée comme un monument, commença à se transformer. Les unités pivotèrent vers l'intérieur, l'espacement étant calculé au mètre près. Certains vaisseaux s'élevèrent hors du plan orbital, tandis que d'autres s'abaissaient, créant des champs d'influence superposés. C'était une manœuvre, mais elle donnait une impression différente. Comme une architecture en train de se construire en mouvement. La voix du lieutenant Creve brisa le silence. Nouvelle signature thermique à travers la flotte humaine. Surtension électromagnétique de faible puissance, schémas vectoriels inconnus. Ce sont des systèmes en réchauffement, dit le commandant Tone. Des plaques tendues. Pas des armes. Des processeurs. Alors que les humains se repositionnaient, de nouvelles anomalies surgirent dans les systèmes de la coalition. Les capteurs se mirent à tourner. Littéralement. Les affichages tactiques tournaient en boucle sans fin, faisant tourner les affichages en récursivité. La gravité artificielle fluctuait sur 4 dreadnoughts. Les communications internes s'allumaient, puis se coupaient. Un poste de commandement à bord du Gorélon signalait que son IA tactique s'était arrêté en cours de cycle et refusait de redémarrer. « Quelqu'un est dans nos systèmes », dit Creve,
Mais il n'y a ni protocole d'intrusion, ni signature. L'amiral Thalem fixait la carte. Son propre écran se brouillait sur les bords, comme si la simulation ne parvenait pas à suivre le rendu. « Ils ne sont pas dans nos systèmes », murmura-t-il. « Ils sont dans l'espace environnant. » À travers la flotte, les équipages de passerelles menaient une bataille perdue d'avance contre les fantômes. Les commandes manuelles échouaient. Les réseaux électriques clignotaient. Le ciblage automatique tournait en rond frénétiquement. C'est alors que l'intervention humaine commença. Ce n'étaient ni des missiles, ni des rayons, juste de la précision. Un drone d'à peine 1 mètre de diamètre jaillit d'un destroyer humain. Aucune propulsion visible. Il se déplaçait comme une pensée, plongeant dans le sillage du moteur de la frégate de la coalition Euphrosine. Quelques instants plus tard, une cascade de plasma jaillit de son stabilisateur tribord. Le vaisseau pivota hors de sa formation, impuissant, laissant échapper des vapeurs. Pas d'explosion, pas de contre-attaque. Juste le silence. Un autre drone, un triangle de métal mouvant, s'encastra contre la coque du Gerenvac. Il vibra. C'est tout. Puis les communications du vaisseau s'éteignirent. Les moteurs se bloquèrent. Les lumières s'éteignirent. Il ne tomba pas. Il dérivait simplement, paralysé. Toujours aucune exigence, aucune diffusion, aucune menace. Juste une action, délibérée et absolue. Et pour la première fois, la coalition réalisa ce que signifiait être vu et non entendu. L'amiral Thalem agrippa le bord de l'écran, les plaques striées de sa main fléchissant sous la tension. « Où visent-ils » répondit Thune d'un air sombre. « Pas des armes, pas des systèmes de survie. Ils paralysent les systèmes de manœuvre, les communications, les nœuds d'intégrité du champ. Ils entravent notre capacité de coordination. » Une onde de mouvement parcourut la flotte humaine. Pour la première fois, ils s'étendirent. Pas agressivement, délibérément. Les unités se dirigèrent vers l'extérieur, formant une sphère. Chacune couvrait un autre vaisseau de la coalition avec des lignes de visée superposées. D'autres drones furent lancés. Ils ne tirèrent pas. Ils atterrirent. En douceur, comme des insectes sur du verre. L'équipage de la coalition se précipita. Certains tentèrent de les abattre avec des armes de poing. D'autres éventèrent des sections. Peu importait. Où les drones atterrissaient, les systèmes s'éteignirent. Des croiseurs entiers furent réduits à l'état de fantômes de capteurs en moins d'1 minute. Depuis l'orbite, Varn 9 vacillait sous la tempête. Des incendies faisaient encore rage à sa surface, mais la planète leva les yeux et aperçut des silhouettes au-dessus d'elle. Déchiquetées, anguleuses, silencieuses. Les humains n'avaient pas envahi. Ils étaient intervenus. Sur le pont de la Tanax, le commandant Ton murmura « Nous ne pouvons pas les combattre ». Talim ne répondit pas. Un cuirassé de la coalition encore en vie, le Varénis, tenta de réengager le combat en chargeant un canon avancé. Le système s'interrompit, tirant à contre-courant. L'obus tournoya inutilement dans la haute atmosphère de la planète en contrebas. La réponse arriva instantanément. Du vide, un réseau de lumière rouge vacilla. Il n'a pas heurté le Varénique. Il a heurté l'espace, juste devant lui. Tout le champ devant lui s'est effondré. La gravité a dévié. Le Varénique a reculé, son propre élan arrêté en plein vol, redirigé par quelque chose d'invisible. Aucune force, aucun impact, seulement une correction. Ils réécrivent les constantes physiques, dit Kref, les yeux écarquillés. Ce n'était pas un bouclier. C'était un déni spatial. La voix de Talim était monotone, et pourtant, il n'avait pas tiré un seul coup de feu. Pas d'explosion, pas de flamme, juste de l'entropie. À travers la flotte de la coalition, les vaisseaux étaient soit en panne, soit en rotation, soit rendus inutilisables. La guerre avait commencé, et pourtant, les humains ne disaient rien.
Le ciel au-dessus de la capitale ératienne n'était plus sombre. Il brillait. Non pas de feu, mais de mouvement. Des ombres angulaires glissaient sur les nuages enfumés, trop précises pour être naturelles, trop rapides pour être comptées. Des enfants se tenaient à l'entrée des tunnels inférieurs des abris, les yeux écarquillés, les bras serrés par leurs parents hésitant entre courir et s'agenouiller. Des cendres volaient sur les ruines de Silurath comme de la neige, et, tout là-haut, quelque chose brisait l'atmosphère. Cela ne rugissait pas. Cela ne brûlait pas. Cela scintillait. Un chasseur humain traversa le ciel dans un flou argenté et bleu, sans laisser de traces, sans émettre aucun son, juste une ondulation, comme l'air lui-même se courbant par respect. Puis un deuxième, puis 10, puis une formation volante en treillis, une spirale de diamants, des formes incompréhensibles à l'œil nu, mais rythmées. Et en contrebas, sur un balcon fracassé surplombant le quartier ouest, l'ancien Redcoven, l'un des derniers pères du temple encore en vie, tomba à genoux. Ses mains, écorces de bouleau, tremblaient tandis qu'il pointait le ciel, la voix brisée sous le poids de 1000 récits qui n'avaient jamais semblé réels. « Les dieux sont venus en machine », murmura-t-il, et ils nous attendaient. Les mots résonnèrent sur la place fracturée, captés par d'autres, trop sidérés pour bouger. Derrière lui, un enfant lâcha la main de sa mère et s'avança dans la lueur rouge reflétée par les nuages, la bouche entr'ouverte d'admiration. « Sont-ce les anciens » demanda-t-il. Personne ne répondit. Car là, au-dessus de Varn 9, le mythe avait pris forme. La flotte de la coalition, autrefois dominante, était en train de se disloquer. Depuis les points d'observation élevés des flèches encore debout de Cellerith, les Hirathi pouvaient voir la formation ennemie se dissoudre, les dreadnoughts se désynchroniser, les destroyers dévier de leur axe. Le ciel, autrefois ravagé par les flammes, ressemblait désormais à un champ de verre brisé. Et, se faufilant entre eux, avec une agilité incroyable, arrivaient les intercepteurs humains. Ils n'émettaient aucune chaleur. Ils n'étaient pas détectés par les systèmes de défense survivants. À leur passage, les vaisseaux de la coalition vacillaient, l'un perdant le contrôle de sa barre, un autre crachotant et filant en orbite basse, avant d'être rattrapé en pleine chute par un champ invisible. Mais il n'y eut aucune victime, jusqu'à ce que la coalition tente de fuir. Tout commença avec un trio de frégates fonçant vers l'atmosphère extérieure, rompant leur formation en un arc de cercle désespéré. Ils tirèrent hors des leurs, des fusées éclairantes, tout ce qui leur restait. Peu importait. D'en haut, 9 chasseurs humains descendirent comme des traînées d'étoiles. Il n'y eut aucune poursuite. Ils passèrent une seule fois, au-dessus du couloir de secours. Les frégates ralentirent. Aucune arme ne les toucha. Aucune explosion ne retentit. Mais les moteurs de chaque vaisseau s'éteignirent simultanément, comme si une seule pensée avait transpercé leur cœur de commandement. Ils naviguaient, maintenant, transis de froid et impuissants. Puis les humains disparurent à nouveau. Seules subsistaient des traces. Des distorsions floues, des arcs s'estompant dans le ciel. Les Hirathis qui observaient depuis les abris en contrebas ne comprenaient pas ce qu'ils avaient vu, seulement que c'était trop rapide pour que leur esprit puisse le saisir, trop silencieux pour se sentir en sécurité et trop parfait pour douter. Dans l'une des infirmeries souterraines, un guérisseur âgé nommé Varek Tesh, aux écailles grises, un œil aveugle voilé par l'âge, leva la tête tandis que le sol tremblait, non pas sous l'impact, mais avec présence. « Ils ne sont pas là pour nous », murmura-t-il à la salle. « Ils sont là à cause de nous. » Et personne ne protesta. Depuis l'orbite, l'amiral Vort Talim observait sa grille de commandement se dissoudre. Toute tentative de regroupement échoua. Chaque ordre donné était brouillé, détourné, ignoré, non par malveillance, mais par futilité. Son autorité était démantelée en silence.
L'un de ses derniers croiseurs opérationnels, le Naxier, rompit sa formation et tenta de replier l'espace, allumant son moteur FTL aux confins du système. Avant qu'il ne puisse disparaître, un champ l'enveloppa, un voile scintillant comme du verre liquide. Le moteur de saut effectua un cycle, mais ne s'activa pas. Il ne fut pas détruit. Il fut retenu, puis libéré. Le Naxior tournoyait impuissant, son moteur s'arrêtant en plein milieu de la séquence. Son équipage ignorait la raison. Sur Varn 9, les observateurs ignoraient le nom des vaisseaux ni les combats qui se déroulaient au-dessus. Ils ne voyaient que le ciel se dégager. Les flammes qui avaient dévoré les secteurs supérieurs s'affaiblissaient, non plus éteintes, mais contenues, en voie de disparition. Les bancs de nuages se dissipaient. L'air était encore brûlant, le sol saignait encore, mais la panique avait cessé. Parce que quelqu'un avait répondu à l'appel. Personne n'entendit les humains parler, pas un mot ne sortit d'eux. Mais leur présence était plus forte que n'importe quelle proclamation. Ils n'étaient ni des alliés, ni des conquérants, ni des sauveurs. Ils représentaient l'équilibre, revenu. Sur la place de la ville, où se dressaient autrefois des statues avant d'être fondues par les tirs de plasma, les gens commencèrent à se rassembler. Ils arrivèrent, tout simplement. Silencieux, couverts de poussière, blessés, les yeux au ciel. Les enfants pointèrent du doigt. Les mères pleuraient sans savoir pourquoi. Les pères restèrent immobiles, leurs assiettes serrées, la tête baissée, non par peur, mais par révérence. La voix de l'ancien Coven retentit, plus forte cette fois. Ils attendirent. Pendant tout ce temps, ils attendirent. Non pas pour gouverner, non pas pour punir, mais pour se souvenir. Et maintenant, nous devons faire de même. Et dans ce silence, les Irétis se souvinrent de ce que signifiait être vu par quelque chose de plus grand et ne pas avoir peur. Et au-dessus d'eux, comme en réponse, une douzaine de vaisseaux humains supplémentaires quittèrent leur orbite basse et s'élevèrent dans les hautes couches de l'atmosphère. Ils ne tirèrent pas, ils ne descendirent pas, ils se contentèrent d'observer. D'un horizon à l'autre, Var-9 était encerclé. La coalition n'avait pas été vaincue par la force. Elle avait été vaincue par la mémoire. Et à travers la planète, parmi les brisés et les courageux, les Iratis commencèrent à comprendre. Les légendes étaient vraies et elles étaient vivantes. Au-dessus de Var-9, tandis que le silence s'installait dans le ciel meurtri et que les derniers échos de la retraite s'estompaient dans des canaux vides, la flotte de la coalition était fissurée en orbite. Ce qui avait commencé comme une domination était désormais une question sans structure. À l'intérieur des cœurs de commandement de leurs plus grands vaisseaux, la lumière clignotait encore et les consoles bourdonnaient encore. Mais quelque chose de plus profond s'était brisé. Quelque chose qu'aucun capteur ne pouvait détecter. Sur l'Athénax, l'amiral Talim se tenait debout, observant un champ de bataille où la guerre n'obéissait plus à sa logique, ignorant que le véritable démantèlement ne faisait que commencer. L'Athénax tremblait tandis qu'un autre de ses vaisseaux compagnons s'éteignait. Aucune explosion, aucun impact externe, juste le silence suivi de la mort lente et vacillante des systèmes du Dramélan, un sous-système à la fois. Dans la salle de commandement de la coalition, la panique n'était plus sous la surface. Elle était visible, audible. Les officiers tactiques criaient entre eux, leurs doigts parcourant leurs consoles, les yeux écarquillés par des données contradictoires. Les communications du secteur Gamma résonnent en arrière. Les boucles de capteurs enregistrent des signatures fantômes attendant clarification. Nous avons perdu le ciblage prédictif sur l'arc supérieur. L'IA ne peut pas calculer les trajectoires d'interception. L'amiral Vortalum se tenait au centre de tout cela, immobile, les pupilles dilatées. Derrière son sang-froid, il connaissait le schéma.
Il avait étudié des centaines de doctrines de combat au cours de sa vie, mais celle-ci, ce n'était pas une doctrine. C'était l'effondrement. Une voix s'éleva du haut de la salle. Le commandant Elgor Tarit, large d'épaules, peau rouge, issu de la caste des Cernari. Il avait combattu lors de 7 campagnes et tenu tête à un essaim de Vorder. Il criait maintenant. « Nous n'avons pas affaire à une flotte. » Tulum tourna légèrement la tête. La voix de Tarith trancha le chaos. « Ce n'est pas une flotte, c'est un système. Nous sommes à l'intérieur et il se rapproche de nous. Flotte. C'est un système. Nous sommes à l'intérieur et il se rapproche de nous. En orbite, au-dessus de l'hémisphère marqué par la guerre de Vaer 9, le champ de bataille semblait statique. Mais une inspection plus approfondie révéla un mouvement subtil, intentionnel, parfait. Les vaisseaux humains, autrefois alignés en un simple mur, formaient un réseau d'influence. Ils ne se déplaçaient plus vers leur cible. Ils les contournaient. Les croiseurs de la coalition tournaient sur place, tentant de s'adapter. Un destroyer, le Velgro, tenta une attaque à grande vitesse vers la face cachée de la planète. À mi-chemin de la manœuvre, ses bobines de gravité se déformèrent. Intact, inversé, le vaisseau se replia à mi-chemin du virage, un côté tirant dans une direction qu'il ne comprenait plus. La gravité artificielle cessa. L'équipage fut cloué au mur, les ponts s'effondrèrent. Les protocoles d'urgence se déclenchèrent, puis furent interrompus. Le vaisseau cessa tout simplement de fonctionner. Au-dessus de la grille de combat de la coalition, un angle mort de capteurs s'élargissait. Artificiel, construit, exact, 2 vaisseaux humains changèrent de position de moins d'1 demi-degré. Au centre de ce coin, un porte-avions de la coalition, le Ravenick, perdit toutes ses liaisons externes. Les portes de son hangar refusèrent de s'ouvrir. Ses chargeurs de munitions se bloquèrent en plein cycle. Le ciblage automatique tournait en boucle, incapable de localiser des objets non camouflés, mais absent des catalogues de masse enregistrés. Un jeune tacticien du Ravenick fixait la grille de capteurs vides, le front ruisselant de sueur. « Ils ne sont pas invisibles », murmura-t-il. « Ils n'existent pas. » À l'intérieur de l'Athénax, Sierra 7, l'IA tactique principale, activait 11 cœurs de traitement. Des paquets de données plantaient, des simulations échouaient, des projections se répercutaient en contradictions récursives. Le système s'arrêta, réinitialisa, s'arrêta à nouveau. Schéma stratégique insoluble, balbutia l'IA. La vitesse de l'adversaire dépasse toutes les limites prévues. Modèles comportementaux? Invalidés. Réécriture. Réécriture. Le poing de Talim frappa la console. Éteignez-la. Il se tourna vers Kref. Manuel uniquement. Synchronisation complète des capteurs. Cibler les menaces par proximité si nécessaire. Monsieur, dit Creve, luttant pour garder son sang-froid. On ne sait même plus ce que signifie la proximité. De l'autre côté de la salle, Tarit s'avança. Ils utilisent la gravité comme une arme. Talem se retourna, les yeux plissés. Pas pour détruire, poursuivit Tarith. Pour rediriger, désactiver, réaligner. Chaque fois que nous essayons de bouger, nous nous trompons. Il façonne le champ, l'espace, l'inertie, la densité. « Tu me dis qu'il change avec la physique !» s'exclama Talim. « Je te le dis, » dit Tsareth. « Ils comprennent la nôtre mieux que nous. » 3 autres vaisseaux furent mis hors service. L'un était une frégate de commandement. Un autre, un transporteur de ravitaillement doté de son propre réseau de défense. Le dernier était le Marathon, un croiseur de combat équipé de munitions à noyau profond et de torpilles à matière noire. Tous 3 s'effondrèrent sans combat. Les armes du Marathon se déclenchèrent pendant une fraction de seconde, puis se déchargèrent sans danger dans l'espace vide. Leurs trajectoires s'inversèrent dans un champ qu'aucun technicien de la coalition ne pouvait expliquer. Les propulseurs du vaisseau s'allumèrent et le poussèrent en arrière.
Il dériva dans un champ statique émis par un vaisseau humain proche et s'éteignit simplement, comme il l'avait convenu. Sur l'Atanax, les voix s'éteignirent, non pas de calme, mais de résignation. Les officiers baissaient donc la tête vers leur console. Plus personne ne demandait ce qui se passait. Ils demandèrent si quelque chose fonctionnait encore. Talim regarda la carte rétrécir, non pas à cause de l'échelle, mais à cause de la perte. Là où autrefois les vaisseaux de la coalition formaient une phalange défensive, ils étaient maintenant dispersés, à la dérive, encerclés, isolés sans être attaqués. À la dérive encerclés, isolés sans être attaqués. Aucun contact, Creeve dit doucement. Nous avons perdu la synchronisation de la flotte. Aucune chaîne de commandement laissée. Aucune alerte. Aucune alarme, juste le bruit d'un système se regardant tomber en panne du bord du pont. Une voix émergea. Basse, amère, fatigue, silence. Maintenu pas tactique. Basse, amère, fatigué. Silence maintenu. Pas tactique. Existentiel. Commandant Tarith. Il n'éleva pas la voix cette fois. Il n'en avait pas besoin. Il dit simplement la vérité qu'ils comprenaient tous désormais. Ils en savent plus sur nous que nous sur nous-mêmes. Le dernier diagnostic clignota en rouge sur l'écran de commande principale de l'Atanax, puis s'éteignit. Aucune alarme ne suivit. Aucun nouvel ordre ne parvint. L'équipage de la passerelle resta figé, non pas par défi, mais par immobilité. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. Une flotte de commandement, qui avait autrefois défini l'ordre interstellaire, dérivait désormais dans un silence orbital, encerclé mais intact, démantelé non par le feu, mais par la précision. Le commandant Elgor Tarit s'éloigna de sa station, respirant lentement, les yeux rivés sur la carte tactique immobile. Ce qui avait commencé comme une guerre s'était terminé comme une leçon. Et le silence, autrefois terrifiant, semblait désormais mérité. La flotte humaine cessa le feu aussitôt, ni progressivement ni de manière inégale. Tous les systèmes s'immobilisèrent à la même seconde sur des centaines de vaisseaux, à des milliers de kilomètres. Les tourelles se replièrent dans les coques. Les drones firent demi-tour et disparurent dans les hangars. Les systèmes de défense ponctuels s'affaiblirent. La navigation s'est éteinte. Même les capteurs passifs semblaient retenir leur souffle et rien ne suivait. Aucune avancée, aucune poursuite, aucune transmission. Les vaisseaux de la coalition qui restaient opérationnels n'ont pas attendu la permission. Ils ont fait demi-tour. Le Bariante, un croiseur à long rayon d'action avec des marques de brûlure cicatrisant la moitié de sa coque, s'est désengagé et s'est enfui vers le bord du système. Puis un autre, et un autre, comme des dents cassées se dispersant de la gueule d'une bête brisée. Personne ne fut poursuivi. Les vaisseaux humains restèrent parfaitement immobiles. Dans le ciel au-dessus de Varnan, leur présence planait toujours, immense, silencieuse, observatrice. Mais à présent, ils étaient immobiles, sentinelles sans expression. Leur formation vibrait faiblement, par de micro-ajustements, maintenant un alignement absolu tel des instruments célestes, comme si leur géométrie même imposait le silence. En contrebas, sur la croûte déchiquetée de silurite, les incendies avaient enfin cessé de s'intensifier. Dans les ruines du temple des 9 flammes, où les cendres recouvraient teintés les sols autrefois dorés, enfants et anciens se tenaient net à découvert. Ils fixaient le ciel sans parler, leur respiration lente et mesurée, comme s'ils craignaient qu'un seul mot ne réveille à nouveau le ciel. Du bord de la place du souvenir, le conseiller Darek Malsin surgit de sous l'arche d'un abri effondré. Ses robes durcies par l'écorce étaient déchirées et ensanglantées, mais sa posture était droite. Il ne trouvait pas de mots, seulement son regard, fixé vers le ciel, où des silhouettes déchiquetées tournoyaient encore,
tels des fragments de mythes refusant de s'effacer. Aucun Irati ne parla, personne ne courut, personne ne bougea. Et puis, sur toute la planète, sur chaque panneau de données encore fonctionnel, chaque relais endommagé, chaque canal de diffusion ouvert, les écrans clignotèrent simultanément. Les communications civiles s'éteignirent. Les clés de chiffrement militaire tombèrent en panne. Les flux de divertissement se transformèrent en parasites. Même les canaux d'urgence se turent, écrasés, avant que quiconque puisse parler. Et puis une voix se fit entendre. Pas de visage, pas de signature. Juste une voix, calme et froide. Ce n'était pas une attaque. C'était une réponse. Les mots résonnèrent à travers les chambres et les bunkers, les sonneries et les maisons, les temples et les abris, à travers les ruines de la flotte de la coalition, à travers les profondeurs du réseau Errati survivant, à travers l'espace, à travers le silence. Le message continua. Traité R1 Delta. Protocole d'interférence provisoire. Activation confirmée. Liberté violée. Intervention exécutée. Traité. RA1 Delta. Protocole d'interférence provisoire. Activation confirmée. La liberté a été violée. Une intervention a été mise en œuvre. Cette émission marque la fin de toutes les opérations tactiques menées dans le cadre de la directive Retour. Aucune réparation n'est due. Aucune négociation ne suivra. Pour toutes les coalitions et hégémonies dominantes, ceci n'était pas une manifestation. C'était un précédent. Si la liberté est à nouveau menacée, notre réponse sera adaptée en conséquence. Nous ne cherchons pas d'alliance. Nous ne cherchons pas la reconnaissance. Nous nous souvenons, nous observons, et nous sommes revenus. Le message a pris fin. Plus de fioritures, plus de symboles, juste le silence à nouveau. Puis le ciel a changé. Un et une, les vaisseaux humains ont commencé à disparaître. Plus de lumière, plus d'éclairs, plus de traînées de distorsion. Ils se sont repliés vers l'intérieur, leurs contours s'estompant comme des reflets sur l'eau rassemblés en un seul point. Des dizaines d'entre eux disparurent en quelques secondes. Les autres suivirent par vagues, sans désordre ni précipitation. Chacun s'éloigna selon une trajectoire connue de lui seul, leur départ coordonné mais silencieux. Puis ils disparurent. Seules les étoiles demeurèrent. Après l'accident, Varninine resta silencieuse. Les débris de la flotte de la coalition dérivaient toujours en orbite haute, un cimetière d'ambition et de calcul. Aucune équipe de nettoyage ne vint. Aucune équipe de sauvetage n'osa approcher. Les navires qui avaient autrefois transporté diplomates, batteries de sièges et armes de soumission massive n'étaient plus que des marqueurs, des mémoriaux de la destruction certaine. En apparence, la hiérarchie reconstruisit non par célébration, mais par révérence. Aucune statue ne fut érigée, aucune victoire ne fut revendiquée. Sur la place où l'ancien Redkovan s'était agenouillé sous la tempête, des enfants s'étaient assis à ses côtés, contemplant le ciel vide. L'air était frais, pur, pour la première fois depuis des jours. Dans le silence, même le vent soufflait différemment, plus lent, moins protecteur, comme s'il avait, lui aussi, attendu que la tempête passe. Sa voix, frêle mais ferme, rompit le silence. « Ce n'était pas des dieux, dit-il. Les enfants le regardèrent. Ils étaient ce que les dieux craignent, et les enfants ne dirent rien. Ils comprirent. Ailleurs sur le continent fracturé, les survivants Irati avançaient parmi les ruines et les décombres. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore se mirent simplement à balayer les cendres des pierres. Non pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour préparer le terrain à une croissance possible. Et malgré tout cela, ils levèrent les yeux. Plus de peur. Plus maintenant.
mais avec la certitude silencieuse et puissante que quelque chose d'ancien s'était éveillé en leur faveur et était parti sans qu'on leur en dise merci, les légendes étaient vraies, et ils étaient vivants. Et quelque part au-delà des étoiles, ils écoutaient à nouveau. Salut, humain de l'espace! Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas.